Le jour où Hassan II a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad est venu s'installer au Maroc. Ils ont peur. Mais c'est normal. Le Maroc actuellement nie d'avoir utilisé Pegasus. La France avait fabriqué Hassan II. Ça a été confirmé par Pegasus. Voilà, c'est simple. Avec ces dossiers, le roi il est foutu. السلام مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذا الحوار النووي الذي قد يقلب موازين عدد كبير من المغاربه. حواري اليوم مع ضيف خاص، حواري اليوم مع السيد جيغار فوغي الذي ولأول مرة غادي يقبل يدير حوار على قناة مغربية. جيرار فوري اللي قضت أكثر من 18 سنة في السجن. جيغار فوغي اللي كان في السابق تاجر دولي للمخدرات خصوصا الكوكايين. جيغار فوغي اللي كان الأب ديالو الطبيب الخاص للملك محمد الخامس واللي تزاد وعاش فترة كبيرة داخل القصر الملكي أو في المغرب. جيغار فوغي اللي خرج 3 ديال الكتب واللي تكلم فيهم على أسرار خطيرة وفتح العديد ما يسمى بالنجوم سياسيين دوليين وكذلك عدة أسرار من القصر الملكي. في هذا الحوار القنبلة واللي غنتكلموا خصوصا على كتابه الأخير واللي فضح عدة خبايا للأسرة العلوية داخل القصر الملكي. استعدوا لأن هادشي اللي غادي تسمعوه لأول مرة على قناة مغربية ويقدر يصدم العديد من المغاربة. لايك بارتاج لهذا الفيديو ديال الحوار القنبلة مع السيد جيغار فوغي ونتلاقاو من ورا الجينيريك. Bonjour Monsieur Gérard Fauré, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview qui deviendra très certainement historique. À cette occasion exceptionnelle, Adnan fera avec moi cette interview. Bonjour Dounia, bonjour Monsieur Fauré. Enchanté de faire cette émission avec mes compatriotes, mes demi-compatriotes, puisque je suis moitié marocain. J'apprécie, j'attendais ce genre d'émission et ça me fait vraiment plaisir d'y participer. C'est un grand honneur, marhaba bik, comme on dit en Darija. Je ne vous ferai pas l'offense. Marhaba bikoum. Échange fraternel. Avec un grand plaisir. Je ne vous ferai pas donc l'offense de résumer votre vie en quelques mots. Je laisse le soin aux abonnés de découvrir votre histoire dans vos livres précédents et surtout la genèse dans vos aventures, dans la genèse de vos aventures dans votre petit dernier, l'éducation d'un voyou. Ceci dit. Ah, une perle, une vraie perle. Je parle pratiquement que du Maroc et des méfaits français au Maroc. Ça aussi, je m'en cache pas. Bien que je sois français, très patriote, je cache pas la vérité. Les Français, ils ont fait des bonnes choses au Maroc grâce au maréchal Lyoté, mais ils ont fait aussi pas mal de saloperies, d'accord? Surtout au niveau de la famille royale. Très bien. Ça, on aura le temps d'approfondir évidemment ce sujet. J'invite déjà tout le monde à lire ce livre extraordinaire que vous pouvez retrouver en audio sur le site. C'est, je me trompe pas, gérardfauré.com pour les personnes au Maroc qui ne peuvent pas l'avoir, sinon sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies. Ceci dit, on ne révélera pas évidemment tout le livre, mais il est important d'évoquer très brièvement votre étonnant parcours aux peu de gens qui ne vous connaissent pas encore. Né dans la ville de Fès, sous le protectorat de pères français et de mères berbères, vous êtes passé de figure incontournable du trafic international de drogue à celui de star de la littérature. Votre vie ressemble à un thriller, à un film d'aventure que vous ponctuez désormais de dénonciations dans vos livres, de révélations chocs où vous dévoilez les secrets des puissants de ce monde que vous avez côtoyés. Vous n'avez apparemment peur de personne. Les stars, les figures du grand banditisme, en passant par les hommes politiques. Et avec votre dernier livre, vous n'épargnez pas même les rois. Monsieur Gérard Fauré, vous avez écrit et sorti 3 livres officiels. Dès lors de tout Paris en 2018, Le Prince de la Coque en 2020 et dernièrement L'éducation d'un voyou qui concerne essentiellement le sujet de Maroc et qui sera la thématique principale de cette interview. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous demander, Monsieur Gérard Fauré, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. On m'a pas encore tué, on n'a pas réussi. Il y a eu quelques tentatives, je l'avoue.
Voilà, moi, je pense que bon, une des tentatives, ça me vient du Maroc, certainement, puisque moi, j'étais dans un endroit où c'est un val, et donc il y a un écho formidable. J'entends les gens parler à 2 kilomètres. Et mes chiens, ils les entendent aussi à 2 kilomètres. Donc, entre mes chiens et mes oreilles, j'ai réussi à me rendre compte que il y avait 2 mecs qui venaient pour me tuer là-bas dans ma ferme. Ils n'ont pas réussi. Ils ont cru que bon, l'entrée était facile, mais la sortie est un peu plus difficile quand même. Ils ont terminé. Bon, il y en a un qui a terminé à l'hôpital. Il est pas mort, mais bon. Et bon, on sait que c'est des Marocains et qui vivent pas en France, donc voilà. Vous êtes moitié marocain berbère. Savez-vous parler marocain? Ah, parfaitement. العربية bien sûr. تنهضر العربية بحالك. Pas comme le roi, mais بحالك. L'arabe ديالنا, l'arabe dialectal, l'arabe تاع الزنقة, comme on dit. Mais je parle aussi un petit peu chleh. Un peu. Là, je me mets au berbère parce que moi, je suis pour la résurgence de l'identité berbère au Maroc. Je pense que les Berbères, ils ont suffisamment dormi jusqu'à présent. Maintenant, il faut qu'ils se réveillent. Le Maroc, il est berbère, point barre, tout comme l'Algérie, tout comme la Tunisie. Nous sommes des Berbères et nous sommes les propriétaires de ces 3 pays. Faut pas, même la Libye est berbère. Et même jusqu'au Mali, les Touaregs et tout, ce sont des Berbères originaires de l'Europe. Ce ne sont pas des Sémites, ce sont des Hamites. Les Arabes sont venus en 630, mais jusque-là, les Berbères vivaient en assez bonne intelligence entre eux, assez bonne, hein, parce que il y a quand même eu, par exemple, en Algérie, des guerres entre les Chaouis, les Kabyles et tout. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils sont Berbères et qu'il faut aller de l'avant. Et puis, il faut faire une espèce de résurgence de l'identité berbère. Au Maroc, je crois que le roi l'a compris, parce qu'il est lui-même 100% berbère. Merci la France. Hein. C'est la France qui a participé à la transformation de la famille alaouite. D'accord? Donc, voilà, le roi actuel, mais je lui ai dit dans mon livre, j'ai dit, il ne vous reste plus qu'à, si vous voulez être un roi vraiment légitime du Maroc, c'est plus les Arabes qui commandent là-bas, ce sont les Berbères. On est à peu près 72% au Maroc, et donc maintenant, on est en train de rétablir notre identité. Par exemple, il y a des télévisions berbères, on apprend le berbère à l'école et tout. Bon, je trouve ça formidable. Je trouve que le roi, il est quand même assez moderne. Il fait des bonnes choses. Je peux pas le critiquer. Même si, bon, il y a des trucs qui vont pas trop bien dans sa naissance, et notamment celle de son père Hassan II, d'accord, que j'ai dit qu'il était juif, Hassan II, et que c'est pas plus mal pour le Maroc, parce que le Maroc est un pays qui marche très bien en ce moment. Dans tous les cas, l'entretien sera en français et sous-titré en arabe, comme ça, tout le monde pourra comprendre. Et voilà. Il faudrait mettre en berbère aussi Msakin. Il faut Msakin, il faut les aider aussi un petit peu. Chouma alaikum. On n'a pas encore la maîtrise, malheureusement, du berbère. Et ça, c'est un peu le problème que vous avez cité auparavant de l'éducation au Maroc qui se fait presque exclusivement en arabe actuellement. Donc, peu de gens ont accès à la langue berbère amazigh. Malheureusement encore, pour l'instant, Parce qu'ils ont baissé, c'est pas Amazigh là-bas, c'est Tachelhid. Tachelhid dans le sous, tout ça. Mais c'est parce qu'ils se sont trop laissés arabiser. Bon, c'est pas mal d'être arabisé, mais il faut pas oublier, moi, j'ai pas oublié que je suis moitié berbère. Je suis français, j'ai mes papiers français. Je n'oublierai jamais que je suis moitié shleh. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Eux, ils doivent pas l'oublier. En Algérie, ils ont oublié, les Chaouis, ils ont oublié qu'ils étaient Chaouis. Ils sont devenus tous arabisés. C'est eux qui dirigent le pays. Mais moi, je dis, Chouma alaikum. Il faut pas oublier ces vraies origines. Vous avez très bien parlé dans vos livres et dans vos différents entretiens de l'envahisseur arabe. D'ailleurs, vous rappelez, juste retour des choses, vous rappelez juste l'histoire du Maghreb qui n'est pas à la base arabe, mais bien berbère. Je suis fier de faire partie de cette race. Voilà. Et moi, on va dire que mon cœur, il est marocain et je suis français pour les papiers, voilà. Parce que je suis né français, mais moi, je suis plutôt porté sur le Maroc.
Ah, j'adore ce pays. Tout le monde le dit, hein. Le Maroc, c'est un pays formidable. Formidable. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Et c'est ça, Machil Kdoub. Ils sont sympathiques de vrai. Et en même temps, ils sont très hospitaliers. C'est rare de trouver des gens comme ça. Plus on va vers le sud, chez les Schlech et tout ça, plus ils sont sympathiques, accueillants, souriants. Avec Trèfle de Khobz, ils sont contents. Avec un morceau de pain, ils sont heureux. D'après votre dernier livre et vos divers témoignages, la véritable histoire de la famille royale marocaine ne serait pas celle que l'on diffuse dans les médias et que l'on raconte dans les livres d'histoire. Évidemment. Je commencerai tout d'abord par vous demander quelle fut votre relation et celle de votre famille avec les membres de la monarchie marocaine. Ben, mon père, il était médecin de Mohamed Khamis. C'est simple. Après, il a été un peu le médecin de Hassan II, mais un peu forcé, quoi. Et, mon père a été obligé de participer à l'assassinat de Mohamed V parce qu'on lui avait fait un trarbiq, une sale histoire. On lui avait mis dans le dos. On évoquera ça dans une question spéciale. D'accord. On aura le temps de... Donc, ma mère a toujours été la meilleure amie de Moulay Abdallah, pédophile et homosexuel. Ouais, le frère de Hassan II qui est mort du sida dans les années 80 et quelques. Un sale mec, mais très moderne, très voilà, mais un sale mec. Et il se permettait de violer des enfants comme ça, comme il voulait et tout. Voilà, et puis en même temps, bon, il était un peu tout. Lui, c'était un bouche-trou. Voilà. Dans votre dernier livre explosif qui révèle beaucoup de secrets historiques, vous affirmez que la raison de la mort de Mohamed V n'est pas celle de la version officielle. Si vous nous parlez de l'implication de votre père dans cette affaire. J'ai montré à la télévision, dans des émissions, le Wissam Alaoui que Mohamed Khamis avait décerné à mon père. Donc le Wissam Alaoui pour les Français, c'est la Légion d'honneur que mon père a reçu, il avait 27 ans. On peut le retrouver sur votre site. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. وي الادله ديال هادشي اللي تيقول السيد جيرار فوغي غادي تلقاوها في لو سيت اوفيسيال ديالو girardfort.com. دخلوا لو سيت وغادي تلقاو باغ اكزومبل هادشي اللي كنت تكلم عليه دابا ديال الظاهر ولا الوسام اللي عطاوه الاب ديالو. Donc mon père quand Mohamed V lui a décerné le Wissam Alaoui, et en disant que mon père était son ami et son confident, son homme de confiance, en même temps, il a nommé son médecin privé, dermatologue. C'était le seul médecin français ou marocain, il n'y en avait pas à l'époque. C'était le seul médecin français autorisé à rentrer dans le harem. Il faut le faire. Ça veut dire qu'il avait confiance. Quoi qu'il s'en foutait de ses femmes, mais c'était un crime de lèse-majesté que de toucher à une femme du harem, bien sûr. Mon père, il l'avait bien compris. Pourtant, il avait du succès quand il rentrait dans le harem. Et ce qu'il me racontait, il était mort de rire. Donc là, vous dites que le roi avait un harem comme dans les temps anciens. Oui, mais c'était la Qaïda, c'était comme ça à l'époque. Il ne pouvait pas y échapper. Et même Hassan II, il avait 300 femmes. Hein. Et le nouveau roi, je pense que... Non, il a Salma et encore elle a disparu. On ne sait même pas où elle est. On ne sait même pas où elle est. Je vous en prie, monsieur Touré. Déjà une bzef, allez, c'est trop pour lui, il ne sait pas quoi en faire. Donc 300 femmes, je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec. Hein. Franchement, il aurait fait de la confiture. Mais Hassan II, lui, quand il se déplaçait au Maroc, il avait des autobus avec toutes ces femmes dedans, hein, pour imposer au peuple. Voilà, ça, c'est fascinant de voir un roi qui arrive dans une voiture décapotable de grande marque, et puis derrière lui, toutes ces femmes et tout. Voilà, ça plaît au peuple. Donc voilà, alors donc mon père, il est donc le médecin du roi, et le roi l'a bien signifié, il n'avait confiance que en mon père. Personne d'autre, aucun médecin du monde, c'était mon père le médecin, voilà, son médecin. Et donc, un jour, à cause de Big Pharma, justement, quand Big Pharma veut s'installer au Maroc,
Et bien entendu, quand il y a Big Pharma, il y a la corruption. C'est logique. Voilà, ils achètent tout le monde. Sauf que Mohamed V, Allah yarhamou, comme on dit, il n'était pas corruptible. C'était vraiment un bon roi. Mohamed V, c'était un bon roi. Sauf, il avait un grave défaut. C'est qu'il était anti-français au maximum. Et là, j'en parle dans mon bouquin, dans l'éducation d'un voyou. Mohamed V, il aspirait qu'à une seule chose, c'est à foutre tous les Français du Maroc dehors, sauf mon père. Il dit, lui, vous, je vous garde. Mon père, ça le faisait rire. Il voulait arabiser, islamiser, et tout. Bon, d'accord, c'était son programme. Mais il faut savoir comment Mohamed V a attiré merde, je trouve pas le mot. Atterri. Il a atterri sur le trône du Maroc. Il n'était pas prévu pour être roi du Maroc. Mais les Français, comme ils savaient qu'ils allaient quitter le Maroc en 1956, c'était un contrat qu'ils devaient tenir. Ils sont partis en 56, en 58 définitivement. Et il demande au maréchal Lyautey, que tout le monde connaît, qui a été le constructeur du Maroc et qui a été le plus grand ami de tous les temps du Maroc. Il faut le dire. Le maréchal Lyautey était aussi amoureux du Maroc que mon père. Parce que le Maroc, c'est un pays dont on tombe facilement amoureux. Trop beau, il y a tout. C'est magique. C'est un pays magique, le Maroc. C'est incroyable. Moi, je sais pas, j'arrive pas à exprimer suffisamment, j'ai pas les mots qu'il faut pour exprimer l'amour que je ressens pour ce pays. Voilà. Et des fois, j'en ai presque les larmes aux yeux, c'est vous dire. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite interlude très rapidement, dans l'une de vos chansons, vous êtes un petit peu déçu de ce qu'est devenu la France, et dans certaines interviews, vous dites que j'ai encore un peu d'espoir en la vie en le Maroc, mais plus en France. Donc, non, la France est foutue. Donc c'est quelque chose que vous défendez ardemment, même dans votre expression Absolument, artistique. absolument. Et je le dis du fond du cœur. Il n'y a pas de mensonge là. Absolument. Le Maroc, ça va être, vous allez voir, ça va être la débandade en France. Il y a beaucoup de Français qui vont partir au Maroc parce qu'il y a beaucoup de Français qui adorent le Maroc. Moi, à tous les Français à qui je parle, je leur parle du Maroc, ils me font « Oh, c'est merveilleux, c'est un pays magique ». Par contre, quand je parle de l'Algérie, c'est plus pareil, hein. vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis algériens. Dans... J'en ai rien à battre. Moi. Je cherche pas à me faire des amis. D'accord? Maintenant, les Algériens, franchement, j'ai beaucoup d'amis algériens. Pour moi, c'est des vrais bonhommes. Ah ouais, c'est des vrais bonhommes. Et ils ont été spoliés par la junte militaire qui gouverne le pays. Bah, vous avez quand même, moi j'ai beaucoup de respect pour les Kabyles et tout ça. Les Algériens en général, c'est des gens sympas. Moi, je rigole bien avec eux et tout. Moi, c'est pas le peuple algérien que je critique. Hein. Oh là là, jamais loin de là. Je peux pas me permettre de critiquer 45 millions d'habitants comme ça, non. Mais je peux dire que la politique algérienne me déplaît, c'est tout. Voilà, c'est pas ce qu'il faudrait pour un pays pareil. Il pourrait être numéro 7 ou 8 dans le monde entier avec le pétrole et le gaz, les richesses qu'ils ont. Et c'est malheureux. Ça fait 60 ans qu'ils ont l'indépendance, il y a rien, il se passe rien. Ben, c'est malheureux, c'est toujours les militaires qui s'empiffrent d'argent et puis c'est tout. Les autres, ils crèvent la dalle, ils vont à la nage, ils traversent la Méditerranée au risque de leur vie, c'est pas normal. Est-ce que l'Arabie Saoudite, il y a un seul Saoudien qui a essayé de se sauver de l'Arabie Saoudite? Non, ils sont riches du pétrole, le Qatar c'est pareil. Pourquoi l'Algérie ne fait pas partie de ce club-là de riches? Pourquoi? Revenons à nos moutons, j'allais dire, nos moutons marocains, Mohamed V. Big Pharma vient s'installer au Maroc. Jusque-là, mon père, il était bien avec l'Institut Pasteur, tout se passait très bien, correctement. Et voilà que Big Pharma arrive et il demande à Mohamed V de se laisser corrompre. Quoi. Mohamed V, il refuse catégoriquement. Et de là, on décide, d'ailleurs c'était décidé avant Big Pharma, de mettre Hassan II, ça c'est la France qui avait décidé, parce que Hassan II était l'ami de la France. Il est français, toute la famille royale est française, ils ont tous le passeport français, hein, les cousins, les petits, les chats, les grands, tout le monde a le passeport français pour le cas où, on ne sait jamais. Et donc, mon père, Hassan II, prince héritier à l'époque, il vient
tapé à la porte de mon père vers 3 heures du matin. Et moi, comme j'étais un genoun, je me réveille, j'écoute, j'avais les oreilles partout, j'espionne et tout. J'espionnais toute la scène. Il y avait le docteur Farage, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui était le meilleur ami de mon père, de toujours. Il a fait ses études avec mon père en France. Il était là avec Hassan II et une grosse mallette. Alors la mallette, bourrée de fric, est-ce qu'elle venait de Big Pharma? Je pense. Oui, je pense que c'était ça. Ils ont voulu acheter mon père. Mon père, il a jeté la mallette d'argent au visage de Hassan II. Il a dit, foutez-moi le camp d'ici et tout, au prince héritier. Et donc le prince héritier lui dit, ah vous êtes, parce qu'ils lui ont dit, ils voulaient l'acheter pour que mon père pousse Mohamed V à aller se faire opérer des fosses nasales. Bon, je sais pas s'il prenait de la cocaïne, mais bon, les fosses nasales c'est pas gravissime, hein. On n'en meurt pas, c'est pas un cancer. Et donc Mohamed V, il refuse et il dit non, moi si le docteur Fauré me dit d'y aller, j'y vais, mais sinon j'y vais pas. Ils avaient préparé déjà les couteaux et les mitraillettes, façon de parler. Ils avaient préparé tous les moyens pour tuer Mohamed V à l'hôpital. Mais ils voulaient que mon père soit là pour signer aussi le certificat de mort naturelle. Mon père était le seul médecin à l'époque qui était expert près les tribunaux, d'accord, expert de la santé près les tribunaux. Donc c'est lui qui signait les certificats de mort et tout autour à Casablanca et tout. Donc, ils avaient absolument besoin de mon père déjà pour envoyer Mohamed V à la guillotine et ensuite pour signer le certificat naturel de mort. Bon, tout le monde avait confiance et mon père était l'homme le plus respecté du Maroc. D'ailleurs, on l'appelait le médecin, S-A-I-N-T à la fin. C'est vous dire. Et à sa mort, il y a eu plus de 1000 personnes derrière son cercueil, à Tanger au Maroc. Il est enterré au Maroc, mon père. Il a refusé de venir se faire enterrer en France. Non, il a dit, moi, c'est plus mon pays, la France, c'est le Maroc. Et c'est tout, il a choisi ce pays, il a fait toute sa vie au Maroc. Il a fait beaucoup pour le Maroc, puisqu'il a fait construire des tas d'hôpitaux, de dispensaires, de centres antituberculeux. Pratiquement tous les hôpitaux, les vieux hôpitaux du Maroc actuellement, c'est mon père qui les a fait construire et qui les a mis en marche. Bon, revenons à nos moutons, comme vous dites, surtout que c'est la fête du mouton en ce moment, alors on est occupé, hein. Mais ça, c'est pas pour les égorger, hein. Quoique, on va les égorger médiatiquement quand même, nos petits moutons, là, les petits Hassan II et compagnie. Ça, c'est à vous l'honneur de parler, de dire votre histoire, votre témoignage. Ceux qui s'intéressent au Maroc, moi je leur conseille d'aller sur mon site officiel. Puis il y a l'islam aussi, tous mes poèmes en musique. Je suis pas seulement un narrateur ou un conteur, comme on dit, mais aussi j'ai fait de très très beaux poèmes qui sont dans l'air du temps, hein, vraiment dans l'air du temps là. Hein. Parce que par exemple, il y en a un, il s'appelle Ni Dieu ni Maître. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire en France, ni Dieu ni Maître. On en a marre du maître là, on en a marre. On reviendra sur ce sujet, sur le thème, sur la thématique artistique en fin d'interview. Donc je disais, alors Hassan II, bien entendu, il est vexé. Et mon père, il dit au docteur Farage, qui était mis là, il dit, écoute Farage, jusqu'à présent c'était moi ton chef, maintenant c'est toi mon chef. Il dit, mais moi j'ai ma valise toute prête. Si vous commencez à me faire chier avec votre politique, moi je prends ma valise, je quitte le Maroc, je rentre en France. Non, Farage il dit, mais fais pas ça, t'es marocain, t'es chez nous, t'es là, t'inquiète pas. Non, il lui dit, ça va pas avec Hassan II là, j'aime pas ce qu'il fait. Donc, Hassan II, il lui dit, ah bon, bah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète une société maritime avec 2 bateaux pourris et il veut envoyer des gens à la Mecque, des musulmans à la Mecque sur ces bateaux qui sont pourris. Il les soumet à l'analyse de mon père. Mon père, il dit, oh, ces bateaux, on peut pas mettre plus de 1500 personnes dedans. Et encore, il faut mettre ces bateaux aux normes avant d'aller à la Mecque. Bon. Alors, bien entendu, Hassan II, il avait préparé un piège. Il lui dit, d'accord, bon, il signe pour 1500 personnes. Mais il en met 2500 et en plus, il met des malades dans le bateau, Hassan II.
Ce qui fait que pendant la traversée, il y a eu de graves épidémies sur les deux bateaux. Il y a eu beaucoup de morts. Et on a mis ça sur le dos de mon père. Et Hassan II, il a été voir mon père. Il lui a dit, bon, maintenant, vous êtes mis en examen. Voilà. Vous êtes coupable de la mort de ta. Mon père a dit, mais moi, j'ai jamais signé pour 2500. Ils ont falsifié la signature et tout. Il dit, ben si, vous avez signé, voilà. Et voilà. Mon père, il a compris qu'il était tombé dans un piège et que là, il allait falloir discuter. Il lui a dit à mon père, Hassan II, il lui a dit, écoute, là, tu vas passer devant un tribunal populaire, on va voir que tu es français, on va dire que tu es un nostalgique du Maroc, avant de partir, tu as voulu faire des tiennes, tu as voulu tuer, faire, voilà. Et les Marocains, les bourricots, là, au tribunal, ils vont t'attendre à la sortie, ils vont te lyncher, ta famille, elle va te lyncher et tout. Mon père, il a compris que oui, il était en danger. Et donc, il a accepté de pousser Mohamed V, qui ne savait rien de tout ça. Il a accepté de pousser Mohamed V à aller à l'hôpital se faire opérer. Et là, on a appuyé sur le tube d'oxygène. Il est mort asphyxié. Mon père a été obligé de signer le certificat de mort naturelle. D'accord? Mais après, comme Hassan II a pris le pouvoir, il s'est laissé corrompre par Big Pharma et tout. Mon père, il a vu que ça partait en sucette, il a dit, bon, moi, je reste plus dans ce pays, c'est fini. C'est plus le Maroc que j'ai connu et tout et tout. Donc, il fait sa valise, il dit, allez, les enfants, on part en France. Ah, moi, je voulais pas, j'étais trop bien au Maroc. Et non, on part en France. Eh ben, non. Quand mon père arrive à la douane, à Casablanca, où d'habitude, tous les gens étaient, comment dirais-je, à genoux devant lui, les douaniers, les flics, bonjour docteur, baba. Là, ça change. Ça change, douanier désagréable, flic désagréable. Mon père, il leur dit, qu'est-ce qui vous prend? Et il dit, on a les ordres de Hassan II. Voilà, donc on a tout compris. Ils nous prennent tous en otage, sauf mon père, puisqu'il avait un passeport diplomatique de l'OMS. Nous, on est pris en otage, moi, ma mère, mes frères. Mon père, il rentre en France, et il va voir De Gaulle, il lui dit, voilà, moi j'ai quitté, voilà, parce que voilà ce qui se passe et tout. De Gaulle, il dit, vous inquiétez pas, j'en parlais avec Hassan II et tout. Et donc, De Gaulle, pour calmer mon père, il le nomme général dans l'armée française et en même temps directeur du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France et Outre-mer. La question essentielle, si vous permettez, c'est qui a commandité le meurtre que vous dites, meurtre d'après vous, de Mohamed V? Moi, c'est les Français. D'après moi, c'est la France. La France avait fabriqué Hassan II. D'accord? L'implication de votre père dans cette affaire. Oui. L'implication, elle vient sur le tard parce que au départ, la France, sachant que j'avais commencé tout à l'heure à en parler, sachant qu'elle allait quitter le Maroc un jour ou l'autre, elle prépare le terrain pour laisser derrière elle un roi qui soit francophile, voilà, qui soit pas trop agressif comme Mohamed V l'a été. Alors, évidemment, on s'en réfère au maréchal Lyautey, qui était le grand constructeur du Maroc, qui connaissait toutes les dynasties, qui connaissait tous, voilà, tout. On lui dit, Lyautey, il va falloir nous préparer un roi qui soit comme ça, voilà. Et Lyautey, c'était un homme soi-disant intègre, mais pour sa quéquette, il n'était pas très intègre. C'est-à-dire qu'il a trahi la France pour sa quéquette, on va dire. Hein, parce qu'il était atta, il était pédé. D'accord? Maréchal Lyautey était vraiment une vraie folle. Un vrai homosexuel, mais très courageux. Mais même au niveau du courage, le maréchal Pétain, quand il était encore en bonne grâce, a dit du maréchal Lyautey, Lyautey, c'est un homme qui a des couilles au cul, mais ce n'est jamais les siennes. D'accord? C'est bien, hein? Donc voilà, Lyautey était fou amoureux de Mohamed V. D'accord? Mon père me disait, quand Lyautey était là-bas, il était sous ses ordres, il me disait que Lyautey, il prenait Mohamed V quand il avait 15 ans, et il le faisait sauter sur ses genoux, et puis il bandait comme un fou et tout ça, il était fou amoureux de Mohamed V. Après, je sais pas s'il a couché avec lui, mais je sais qu'il y avait un amour entre eux, peut-être un amour platonique, mais immense. Parce que à sa mort, le roi du Maroc est allé quand même
s'agenouiller sur sa tombe, et paraît-il, il aurait fait venir un an plus tard le cercueil de Lyautey au Maroc pour l'enterrer, paraît-il aussi, dans le caveau familial. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Bon, après, voilà. Donc, Mohamed V monte sur le trône et on sait très bien ce qui s'est passé. Il devient désagréable. Les Français disent, bon, ben celui-là, on va faire en sorte de le tenir bien par la barbichette, d'accord? Et comment? Eh ben, en s'occupant déjà de son mariage. Alors, ils lui ont fait refiler une femme, Mqaouda, comme on dit, Khenza. C'était une femme, bon, elle était descendante d'esclaves, elle était vraiment pas belle, et en même temps, elle était juive. Parce que vous savez, au Maroc, chez les Berbères, il y avait beaucoup de juifs. Donc, voilà la femme que le roi des Berbères propose au roi du Maroc arabe. Parce qu'on sait très bien que la qaïda à l'époque, d'accord, la loi à l'époque, c'était que dans la constitution, c'était que le roi devait toujours être arabe et la reine toujours berbère pour faire un bon équilibre. Mais moi, je dis que l'équilibre, on aurait dû le faire à l'envers, d'accord, puisque les berbères sont les propriétaires du Maroc. Donc, je dis que, mais ça a été rétabli puisque aujourd'hui, Mohamed VI, il est berbère à 100%, je le dis, le redis, voilà. Et il devrait le dire à son peuple, mais il n'a pas les couilles, il n'a pas le courage. Donc, voilà, et ils disent, ils approchent, ça c'était pas mon père, mais c'était le supérieur de mon père, qui va voir le Glaoué el Pacha, qui était très, très ami avec les Français, qui lui dit, voilà, normalement tu dois donner à un roi sa femme, parmi les berbères, que tu vas trier parmi les berbères. Alors on va te demander de lui trouver la plus mqaouda qui existe, la plus pourrie. Voilà, il peut pas refuser. Et donc il lui emmène un boudin de chez Boudin, un gros thon, et juif et tout, voilà. C'est pour ça que Hassan II, il avait la même tête que Glaoui, et puis il était noir en presse. On voyait bien qu'il était d'origine noire. Les circonstances de la mort de Mohamed V. Donc c'est la France qui a commandité, d'après vous, le meurtre de Mohamed V. Et oui, pour mettre Hassan II sur le trône, parce que voilà, c'est ça. Hassan II était un petit Français, on va dire. Vous avez affirmé que votre père a signé après son décès, comme quoi c'était un décès naturel. Mort naturelle, c'est mon père qui a signé. Voilà. Il a signé mort naturelle, voilà. Et comme mon père était un homme de bonne foi, on l'a cru, mais là il est obligé. Mais je dis que Hassan II était le Frankenstein, voilà, des Français. Donc Hassan II, c'est lui qui a tué Mohamed V. D'après vous, bien sûr. Ben, évidemment. Mais indirectement, Hassan II était la main de la France. Il y avait déjà des médecins tout près. Il y avait un médecin suisse qui était tout prêt à guillotiner Mohamed V. Il était foutu. Parce que la France l'a décidé, c'est tout. Moi, j'accuse mon pays d'avoir fait ça. Voilà, point barre. Et c'est la vérité. C'est pas des histoires à la con, c'est véridique. Mon père, il était là et d'ailleurs, on l'a assassiné parce que quand il a voulu parler, en 76, il a voulu dénoncer tout ça, il en avait marre, il se sentait vieillir, il s'est dit, moi, avant de mourir, je vais dénoncer toute cette bande de crapules. Eh ben, on a obligé ma mère à l'empoisonner. Il est mort. Et on revient justement à ce que vous avez commencé à développer par rapport à Mohamed V et Hassan II. Donc, vous affirmez donc que Mohamed V n'est pas le père biologique de Hassan II, père du roi actuel, Mohamed VI. Non, parce que si cela se confirme, ça pourrait bouleverser, on va dire, la croyance de millions de Marocains, de gens. Maroc, ça bouleverse en ce moment au Maroc. Attends ce qu'on m'a dit. Hein. Je suis en contact avec un Marocain de très haute qualité. J'ai parlé 4 heures avec lui l'autre soir. Il m'a dit, Gérard, les conversations dans tous les salons du Maroc, c'est sur mon livre et sur moi. Donc voilà. Donc non, mais parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez affirmer très clairement que vous confirmez, vous affirmez que Mohamed V n'est pas le père biologique de Hassan II, père du roi actuel Mohamed VI? Je l'affirme, bien sûr. Bien sûr. D'abord, Mohamed V, il avait pas envie de consommer avec cette femme, hein, pour commencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fallait quand même un héritier du trône et tout, le roi il est obligé de faire un enfant. Mais non, c'est les Français qui ont fait faire cet enfant dans le dos de Mohamed V. C'est-à-dire que à l'époque,
l'hôpital principal du Maroc, c'était à Marrakech, et il y avait le docteur Higuet, qui a été le supérieur de mon père, qui a demandé à Mohamed V de contrôler sa femme avant consommation. D'accord? Donc le roi Mohamed V lui a dit prenez-la, gardez-la, diha, dir li tahab ma'aha et tout ça. Voilà, fais ce que tu veux avec elle, donne-la à manger au poisson si tu veux. Façon de dire j'en veux pas, m'qawda, elle était pourrie. Et donc il la donne et elle va à l'hôpital de Marrakech et là, c'est là que le Glaoui El Pacha, le roi des Berbères de Marrakech, vient l'ensemencer. D'accord? Il monte dessus et c'est là que Hassan II est né. Donc vous affirmez il n'a rien à voir là-dedans, il n'a rien à voir dans la procréation. Et quand il a vu qu'elle commençait à devenir un peu hubla, un peu grosse, Mohamed V, et là il a dit à mon père, il a dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père il a dit voilà l'histoire c'est que voilà vous êtes punis et c'est pas votre enfant et tout. Hassan II c'est la propriété de la France, c'est la France qui va en faire un petit français quoi. Il a fait toutes ses études en français, tout. Et voilà, c'est l'objet de la France, voilà. Et c'est pour ça que Hassan II était grand ami de la France, et c'est pas plus mal. Il a toujours privilégié les intérêts français au Maroc, la langue française, la culture. Sinon, s'il n'y avait pas eu Hassan II, je crois qu'au Maroc, on parlerait peut-être plus le chinois que le français. Hein. Ouais. Une autre question, Monsieur Gérard Fauré. Que pourriez-vous nous dire sur votre relation avec la famille Oufkir et l'implication de Général Oufkir dans la mort de Ben Barka? Ah la mort de Ben Barka, ça me dépasse un peu. Je sais il est venu à Paris avec l'aide de la police française, comme toujours. Toujours la France est mêlée dans ces saloperies. Tuer Ben Barka, qui était quand même l'ancien professeur de mathématiques du roi Hassan II. Elle était derrière tout ça. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, si j'ai pris de la cocaïne, c'est à cause de Madame Oufkir. C'est elle qui m'a fait connaître la cocaïne. Et cette cocaïne, elle la recevait du SDEC, d'accord? La DGSI de l'époque, le SDEC. D'accord? C'est les services de contre-espionnage français et tout ça. Et donc, les Français, quand ils ont vu que Hassan II était un véritable criminel, un tueur, un ça, un mec sans pitié, ils ont dit, il faut qu'on vire ce mec-là parce que c'est pas possible. Il peut pas continuer. Donc, il y avait deux solutions que les Français ont proposées. La première, c'était le général Oufkir devait se charger, puisqu'il était patron du renseignement au Maroc, se charger d'obtenir le dossier que mon père avait en sa possession et qu'il avait déposé chez un notaire à l'île d'Oléron. D'accord, avec moi en ma présence, moi je savais où il était le dossier. Et le soumettre au peuple marocain en disant voilà. Hassan II, il est juif, il est pas, c'est plus un alaouite. Si on veut le fleuve de la dynastie alaouite, il s'est arrêté à Mohamed V. C'est ça. C'est comme ça. Commence une autre dynastie. On ne sait pas comment on va l'appeler. On va l'appeler la dynastie El Pacha. Glaoui El Pacha. Moi, j'aurais voulu qu'il prenne le pouvoir. Hein. J'étais pas contre. Hein. C'est le pouvoir berbère au Maroc. C'était mon rêve. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ils ont voulu. Moi, quand elle m'a parlé des dossiers, à un moment, quand elle m'a surpris en train de l'espionner dans sa villa à Marbella, avec les 3 Français du SDEC, elle m'a dit, bon Gérard, maintenant on va t'expliquer ce qui se passe et tout. Parce que les mecs du SDEC lui emmenaient de la cocaïne, d'accord, à chaque fois. Ils lui emmenaient 100 grammes ou 300 grammes, je sais plus, il y avait un gros paquet. Et pour qu'elle le fasse prendre le général pour le déstabiliser, parce que la cocaïne, ça rend les gens un peu fous, ça les déstabilise, ils savent plus trop ce qu'ils font, on peut en faire des marionnettes. Franchement, on peut en faire des marionnettes. Et c'est ce que Madame Oufkir a fait avec son mari. Elle en a fait une marionnette prêt à tout. Et le prêt à tout, c'était de lui dire, maintenant, tu vas tuer le roi, on n'en veut plus. Et il était prêt à ça. Il attendait le moment propice. Or, mais il était pas con, et puis c'était les Français derrière qui lui dit d'abord essaye d'avoir les dossiers. Avec ces dossiers, le roi il est foutu.
Alors, donc, il essaye, il me met sa femme entre les pattes. Et je raconte les histoires que j'ai eues. Quand il a su, Oufkir, qu'il pouvait pas obtenir de mon père les dossiers, que c'était impossible, eh ben, il a voulu me prendre en otage, d'accord, et dire à mon père, maintenant je tiens ton fils en otage, si tu me donnes pas les dossiers, je lui coupe les couilles et la tête en même temps, les deux. Les deux têtes qu'on a, les deux cerveaux, parce qu'on sait bien que les hommes, ils ont le cerveau un peu en bas aussi, pour la plupart. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que vous étiez avec sa femme. Oui, oui. Ah ben, moi, je me suis régalé avec elle. En plus, elle m'a fait découvrir la cocaïne. D'accord. Et la bonne, hein. Donc, je me suis un peu accroché à ça. C'était bien, voilà. Mais c'était une femme formidable. Allah yarhamouha, comme on dit, que Dieu s'occupe d'elle. C'était une femme très bien. Moi, son plan de devenir, normalement, Oufkir devait devenir comment on dit ça? Le gérant, le gérant du Maroc à la mort de Hassan II. Parce que Mohamed VI était trop petit pour prendre le pouvoir. Donc, comment on dit ça, merde, le gérant, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et le régent, voilà, le régent. Il devait devenir le régent et faire du Maroc un pays berbère, ce qui est normal. C'est revenir à la vérité, quoi. Ce qui est normal. Mais bon, ça n'a pas marché et parce que mon père a refusé de donner les dossiers. Donc, Oufkir, il essaye de me choper en flagrant délit d'adultère avec sa femme. Mais lui, il était d'accord avec elle. J'ai fini par le savoir. Tout était coup monté parce qu'elle-même, elle m'a monté un coup à Rabat. Je suis passé à travers grâce à ma marraine qui était la sœur du roi Mohamed V, Lala Kenza. J'allais dans son palais. Quand j'allais à Rabat, j'allais à Salé en face, d'accord. Et Oufkir, il m'attendait à Rabat avec l'armée, la gendarmerie, tout le monde était là. Il me cherchait, il y avait ma photo, 100 000 dirhams pour celui qui trouve un indice. Mais moi, j'étais dans le palais de ma truc et personne, à part les employés qui se taisaient, qui adoraient la Kenza, ils n'ont pas bougé. Mais je me suis caché là-bas pendant à peu près 10-15 jours. Et jusqu'au jour où Lala Kenza, elle m'a dit, viens, je te fais sortir du Maroc. Elle m'a fait rentrer dans le coffre de sa Rolls-Royce qu'elle avait préparé, hein, pour l'air, pour le confort et tout. Tu sais, les voitures vertes, là, avec la matricule Palais Royal, tu passes partout. Sauf qu'il y avait quand même des contrôles que Oufkir avait exigés, mais des contrôles visuels, pas plus. Hein. Et quand elle est passée aux douanes et tout, les contrôles de police, les barrages, hop, les mecs, ils regardaient dedans, ils voyaient que la Kenza, ils disaient, allez-y, ils fouillaient même pas le coffre. Mais même s'ils avaient ouvert le coffre, il y avait un truc, il y avait des valises et tout. Jamais ils auraient touché les valises de la Kenza. Et c'est comme ça que j'ai échappé à la mort. Parce que Oufkir m'attendait au Maroc pour me pendre par les coucougnettes. Non, ça n'a pas marché. Et donc, c'est lui qui est venu une deuxième fois. Il m'a monté encore un piège à Marbella. Ça n'a pas marché non plus parce qu'il y avait quand même un des gardes du corps de Madame Oufkir qui était berbère et qui m'a prévenu. Il m'adorait, il était de la même tribu que ma mère, les Zaïd Baha. Et tout, il m'a dit, Gérard, ne rentre pas. Oufkir, il t'attend. Je lui ai dit, moi, je m'en fous, je rentre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va me faire? Allez. Il va me couper, il va me mettre un coup de couteau dans le ventre devant tout le monde et tout, il peut pas. Parce que le roi, il lui a dit, attention, tu touches pas au fils du docteur Forêt. Et donc, moi, quand je rentre, il dit, ah, voilà le coq qui fait trembler ma basse-cour. C'est un peu vrai parce que j'ai essayé de sauter à Malika, qui est vivante, qui est en France. Hein. Elle a pas rouspété quand j'ai dit ça. J'ai failli, hein. J'ai essayé de sauter la sœur d'Oufkir, Madame Oufkir. Malika, c'est la fille d'Oufkir, c'est bien ça? Ouais, elle vit en France. C'est celle qui a fait dans les 20 ans de prison. Ouais. D'accord. Donc voilà. Et je lui dis, mais vous plaisantez, moi, coq, ça va pas. Allez, il me dit, je connais toute ton histoire, mais un jour ou l'autre, je vais te pendre par les coucougnettes, toi, tu vas voir. En rigolant, bah, je dis, on verra ça. Bah, c'est lui qui est mort avant moi. Hein. C'est lui qui est mort avant moi. Alors, en désespoir de cause, comme il n'arrivait pas à obtenir le dossier que mon père détenait, dans lequel on relatait l'illégitimité de la famille alaouite. C'était terminé. C'était fou, c'était foutu pour Hassan II. Et ce dossier, est-ce qu'il est en possession de... Alors justement, c'est une bonne question. Non, je crois qu'il est en possession de Mohamed VI. Je crois.
je peux pas affirmer. Tout ce que je sais, c'est que Basri, ministre de l'Intérieur de l'époque, le plus méchant des méchants, il savait que Hassan II allait le liquider. Il s'est arrangé, paraît-il, hein, c'est invraisemblable, mais ce qu'on m'a dit, c'est incroyable, pour que un des meilleurs chanteurs juifs du Maroc, dont Hassan II était amoureux, mais pas physiquement, mais amoureux de sa musique et tout, il dormait au palais et tout. Il s'est arrangé pour que ce chanteur aille voler. Il a donné les combinaisons, Basri, il avait toutes les combinaisons de tout, je sais pas comment il faisait, aille voler le dossier dans le coffre-fort de Hassan II, pendant qu'il était en voyage. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le dossier a atterri dans les mains de Basri, qui lui s'est sauvé en France, il s'est caché, et il a dit à Hassan II, il a dit attention, si tu cherches à me faire la peau, moi j'ai le dossier qui tombe dans la presse française sur place. Et c'est pour ça que Basri est mort de sa mort naturelle, alors que tous les anciens coopérants de Hassan II sont tous morts, on le sait. Les Dlimi, il y en a plein. Tous ceux qui ont travaillé avec le roi et qui détenaient des preuves flagrantes de sa férocité, de sa sauvagerie, sont tous liquidés. Il restait plus que Basri qui est mort tranquillement. Et le roi Mohamed VI l'a laissé tranquille aussi. C'est curieux parce que le roi Mohamed VI, c'est pas un sauvage, mais je crois que Basri, il avait envie de lui couper la tête. Parce que Basri, c'est le mec qui lui a pourri sa jeunesse à Mohamed V. À Mohamed VI, pardon. Parce que chaque fois qu'il prenait du hashish ou de la coke et tout, Basri, il le balançait à Hassan II. Il dit, ouais, ton fils, à Paris, il va avec des babas cool, il fume du shit, il prend de la coke, badadi, bababa. Et après, Mohamed VI, il se faisait engueuler, on le privait d'argent et tout. Hassan II le privait d'argent et tout. Tout ça, tous ces malheurs, tous ces déboires, il les doit à Basri. Mais Basri, je pense que Hassan II ne supportait pas certaines fréquentations de Mohamed VI. C'était pas des enfants de cœur que Mohamed VI fréquentait à Paris ou en Belgique ou ailleurs. Attention. Ça n'en reste pas moins que c'est quand même un bon roi. D'accord? Il a les pieds sur terre, il sait ce qu'il fait. Et si tu veux, on peut en parler maintenant ou plus tard de ce qu'il fait au Maroc. Moi, ça. Oui, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que Madame Offred vous a raconté les conditions de la mort de Ben Bakar? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Je vous l'ai dit. Elle rigolait quand elle disait que la police française était complice, que c'était un assassinat organisé par les Français, parce que Ben Barka, non seulement il gênait Hassan II, mais il gênait les Français aussi. Il faut pas oublier qu'il était directeur du Parti communiste et qu'il savait beaucoup de choses sur Hassan II et tout. Les Français, ils pouvaient pas laisser passer ça. C'est pas possible. Donc tout a été organisé. La police française était dans le coup. Tout le monde était dans le coup. Même le président de la République et tout. Tout le monde était dans le coup. On parle aussi du Mossad, le Mossad, le service secret israélien. Mais le Mossad, il a toujours été là. Toujours, je l'ai dit dans mon livre, dans l'éducation d'un voyou, j'ai dit que le jour où Hassan II a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad est venu s'installer au Maroc. Et j'ai dit que c'était une bonne chose. Parce que, si on veut, quelque part, ça a été une bonne chose, pour le Maroc en tout cas. Mais il faut dire que, à partir de là, Hassan II, je le dis aussi dans le bouquin, a été l'espion d'Israël. Et c'est pour ça que les Israéliens ont gagné toute leur guerre contre les Arabes, parce que Hassan II les informait en tant que espion officiel d'Israël. Mais le contexte, là, on a vous dites les services français de l'époque, complices avec le 100% derrière tout ça. 100% derrière tout ça. Ouais. Et je dis que c'est honteux, parce que Ben Barka, c'était un homme bien. C'était un homme formidable, professeur de mathématiques, francophile à outrance. Je sais pas comment on peut tuer des gens comme ça. Ce mec-là, il aurait été président du Maroc, ça aurait été autre chose. Bon, quoique, il n'était pas assez dur pour ça, parce qu'il faut reconnaître que le Maroc, à l'indépendance, il n'était pas très stable. Tout le monde voulait devenir ministre. Celui qui avait un bac français, il prétendait à devenir président. Et le mec qui avait le brevet élémentaire, il voulait être ministre et tout. Ça devenait la folie. Tout le monde sautait. Ah, moi. Voilà. Hassan II, il a quand même tenu bien le Maroc, dans des vraiment points d'acier.
Ça a été une bonne chose pour le Maroc, Hassan II, il faut le dire. Même s'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de tortures, mais on était obligé de passer par là. Voilà. En France, c'est pire en ce moment, c'est pire que l'époque du Maroc. Moi, je vous le dis, je préfère être encore au Maroc à l'époque de Hassan II qu'aujourd'hui à l'époque de Ataï II. Très bien. Donc, on a fait le tour. Moi, je pense. Ah ouais, deux parce qu'il est réélu. Oui. Bah ouais. Oui, mais c'est le peuple qui l'a choisi, on va dire. Oui, ça va, la belle histoire. Le peuple. Plus ou moins, vous me direz. Mais c'est plus un peuple, ça, c'est un troupeau de moutons, c'est fini, c'est plus un peuple. Où il est? Je le dis dans mes slams en musique sur mon site officiel. Je dis, mais où es-tu, toi, le français? Où es-tu, le révolutionnaire, le phare de l'humanité? Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Très beau morceau, c'est le premier morceau de l'album, je pense. Ouais. Magnifique. Bon, on reviendra sur ça. Donc là, on reste encore sur les faits malheureux de ce que vous dites par rapport à la famille royale marocaine. Donc selon vos écrits, vous confirmez que le prince Abdallah, frère de Hassan II, père du célèbre prince Hicham, aurait commis d'atroces crimes sur de nombreux jeunes enfants. Que votre père, excusez-moi, juste pour rappeler la présence, encore une fois, de votre père aurait soulagé et soigné ces innocentes victimes. Les accusations sont très graves. Quels détails de cette sordide affaire, de ces sordides affaires, pouvez-vous partager avec nous, si possible? L'affaire de Tanger, là, à Tanger? Les affaires de la personne que vous accusez d'atroces crimes envers le prince Abdallah. les enfants. Le prince Abdallah, il faut savoir, le frère de Hassan II. Il faut savoir qu'en 70, Moulay Abdallah, il faisait la fête tous les soirs avec la cocaïne, l'alcool et tout. Et c'était un gros pédophile et en même temps, c'était un homosexuel. Bon, ça, on s'en fout. Chacun a le droit à sa sexualité. Donc, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. D'accord? Lui, ça, il savait pas. Il respectait pas la liberté des autres. Et moi, j'ai su parce que faut pas oublier non plus que Lala Kenza, c'était ma marraine, pardon. Maîtresse, elle était trop vieille, mais c'était ma marraine. Et moi, quand j'allais la voir au palais à Salé, elle me racontait des histoires pas possibles. Elle me racontait tout ce qui se passait au Maroc. Elle savait tout. Elle était pas contente. Et donc, Moulay Abdallah, un jour, il a fait une fête chez lui. Et à un moment, il avait envie de petits garçons. Il dit à ses gardes du corps, allez me chercher des garçons dans la rue. Chopez-moi des garçons. Et à côté, justement, malheureusement, il y avait le lycée Descartes français. Pas loin. Il y avait juste un petit bois qui les séparait, c'est tout. Et après, il y avait le palais de Moulay Abdallah. Et donc, les gardes du corps, ils voient 5 petits écoliers qui se rendaient à l'école. Ils les chopent. Parmi eux, il n'y avait pas de Marocains, il y avait que Espagnols, Français, Italiens, tout ça, qui allaient au lycée. Ils les chopent, ils les violent, tout. Et après, il les fait tuer pour ne pas laisser de témoins. D'accord? Il les jette dans le bois à côté. Il y a eu un scandale pas possible. Et on a fait dire aux soldats qui étaient devant le palais de Moulay Abdallah, il a été obligé de dire que c'est lui qui les avait mitraillés sur un coup, qu'il a reçu le soleil dans les yeux, une belle histoire à dormir debout, un conte de fées ou plutôt de sorcière, oui. Et donc il a vu les enfants passer et tout d'un coup il a eu un déclic, la mitraillette est partie, il a tué les 5 enfants, il a eu peur, il les a cachés dans le bois. La belle histoire. Hassan II, il a viré son frère du Maroc. D'accord, il lui a interdit, je crois que ça a duré 20 ans, un truc comme ça. Interdiction de Maroc. Et partout où il allait, Moulay Abdallah, il était jeté. Hein. Même dans les discothèques belges, on le virait partout. Il était viré de partout. Ah ouais, quand même. Et puis ça a fait un immense scandale avec la France, l'Espagne, l'Italie et tout. C'était grave. Tuer des enfants comme ça qui n'ont rien fait, juste pour prendre son plaisir, une demi-heure, 1 heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'était un monstre. Moi, il a voulu me piquer une nana à Tanger, une danoise, mais il se trouve que j'étais quand même le fils du docteur Forêt, donc il pouvait pas aller trop loin. Hein. Il pouvait pas aller trop loin. Quand il a su qui j'étais, il m'a dit, Smahli, on laisse tomber, prends ta femme et va-t'en. Parce qu'il voulait me la piquer, parce qu'il aimait tout le monde, tout ce qui bougeait, lui, même les chèvres. Alors, il était sans pitié.
Il est mort de sida. Il est mort de sida. Exactement, je crois en 86, ouais. Bah ouais, ça m'étonne pas. Il a été protégé par son statut. Une personne lambda, par son statut. Il était plus protégé, c'est fini. Hassan II, il s'est servi de lui pour une affaire très grave de pédophilie à Tanger, d'accord? Il s'est servi de lui parce que comme il fréquentait les clubs pédophiles et tout, il fréquentait un club à Tanger qui appartenait à un Français, un ancien voyou, Michel il s'appelait. Et ce club, il fournissait des petits-enfants à toute la famille royale anglaise, d'Angleterre, et d'autres, de tous les pays. Tous les grands pédophiles du monde se rendaient chez lui. Il proposait des enfants de 8 à 14 ans, ou 12 ans, je sais plus. Ouais. Et donc, Hassan II voulait mettre les pieds dedans parce que il s'est dit, si un jour il y a un coup d'État au Maroc et que le coup d'État échoue, ceux qui auront attenté à ma vie se sauveront en hélicoptère à Gibraltar. Parce que les Espagnols auraient refusé d'avoir des problèmes avec le Maroc. Ils n'auraient pas pris. Par contre, la reine d'Angleterre, elle les a reçus. D'accord? Et Hassan II, il a fait le chantage, il a dit, ma reine, moi je suis roi, vous êtes reine, on pourrait s'entraider. Non, elle a dit, moi je vous rends pas vos aviateurs. Je vous rends pas vos aviateurs. Eh ben, il a dit d'accord. Il a fait, soi-disant, le boycott de Gibraltar pendant quelques temps, quelques jours, parce que normalement, il pensait asphyxier Gibraltar. Mais les Anglais, ils sont difficiles à asphyxier, ces salopards. Et donc, il a sorti la carte maîtresse, le joker, il a dit, bon, alors, je vous donne 48 heures pour me rendre mes aviateurs, sinon je divulgue. Il a envoyé la vidéo de tout, même son mari, il a envoyé, je divulgue les méfaits de votre famille et de vos amis et de tous les lords anglais et tout qui venaient violer des petits-enfants de 8 ans, de 12 ans, tout ça. Et là, 48 heures plus tard, la reine, elle a renvoyé les aviateurs au Maroc. Ah, pas mal, hein? C'est grâce à la pédophilie que le roi il a obtenu ses aviateurs. Eh oui, parce que il avait demandé à Mohamed, putain, je me plante toujours, à Moulay Abdallah, avant tout ça, il avait dit à Moulay Abdallah, toi qui pénètres dans l'antre du diable, là, tu vas parler à Michel, le patron du club pédophile, et tu vas lui dire que je veux qu'il mette dans chaque chambre une caméra. Michel a refusé. Il a dit, ah non, moi je mange pas de ce pain-là. Michel, il se croyait, comment tenir, intouchable. Le roi lui a dit, ah bon, tu veux pas, d'accord. Et ils lui ont organisé un faux crime, et d'un petit Marocain qui, en vérité, il est pas mort, il a joué au mort et tout, que Michel, parce que Michel, il était homosexuel aussi, il avait un petit amant, un petit Marocain. Ils ont organisé un faux crime, et ils l'ont mis en prison. Il a pris 3 ans de prison, pardon, pas 13. 3 ans. Et pendant les 3 ans, je peux te dire que dans la prison de Malabata à Tanger, il se faisait ramoner 10 à 15 à 20 fois par jour. Au point qu'il avait l'anus déchiré dans tous les sens. Et que mon père, qui était médecin-chef de la province, lui a envoyé une ambulance pour venir le chercher, passer 3 ou 4 semaines à l'hôpital, sous surveillance, bien sûr. Et il lui recousait le derrière, là, jusqu'à ce que ça cicatrise et tout. Mais dès qu'il retourne en prison, rebelote. Votre père, est-ce que vous confirmez qu'il a dû soigner des victimes du prince Abdallah, des jeunes enfants? Ah ben bien sûr, il a fait que ça pratiquement. À Tanger, il y avait le président du tribunal, Alaoui il s'appelait, soi-disant famille royale. Il avait 7 petits garçons chez lui, des petits Africains bien sûr, et puis quelques petites Marocains, mais ça allait de 4 ans à 12 ans, pas plus. C'était ces petites victimes. Et il y avait le procureur aussi, qui est lui aussi, pareil, parce qu'ils appelaient mon père, ils appelaient au secours quand il dépassait les limites et qu'il déchirait un petit enfant et que l'enfant il saignait, à 3 heures du matin, ils appelaient mon père. Hein. Moi, j'ai assisté à des coups de téléphone où mon père, il en avait marre. Hein. Il disait, oh, encore, mais ils font chier cela et tout. Oh. Et puis, il allait avec une ambulance chercher parce qu'il voulait pas qu'on lui envoie une ambulance comme ça. Il avait peur d'être reconnu.
Donc mon père allait se faire conduire par un chauffeur et il prenait l'enfant abîmé, il l'emmenait lui-même à l'hôpital à 3h, 4h du matin, il le recousait, il arrêtait le flux de sang et tout ça pour ces salopards. Il était obligé. Il y avait le président du tribunal de Tanger et le procureur, des grands messieurs. C'était normal. C'était monstrueux. Et donc, Michel refuse. Bon, après, quand il retourne en prison et qu'on le ramène à nouveau et qu'il doit encore retourner à l'hôpital, se faire recoudre encore, il en a eu marre, il a compris qu'il allait mourir en prison. Il a appelé Mola Abdellah, il a dit, bon, tu dis à Hassan II que je vais reprendre ma discothèque qui était fermée et mettre des caméras partout. Et ces caméras lui ont permis de filmer tous les grands pédophiles du monde. Apparemment, c'est la méthode qu'utilise actuellement Mohamed VI à travers son chef de sécurité qui s'appelle Abdel Hamouchi. Pas forcément avec des enfants. C'est des nouvelles méthodes actuellement, voilà. Donc avec les réseaux sociaux et les médias, parce qu'à l'époque de Hassan II, il n'y avait pas, cette mise en lumière dans les médias de ces vidéos privées. Alors que c'est d'actualité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est ce qui existe maintenant au Maroc, parce que c'est notre sujet, notre propos. Mohamed VI, il a l'arme fatale, c'est Pegasus que Israël lui a donné. Voilà. Ce qui confirme bien ce que j'ai dit, que les rois, Hassan II et Mohamed VI, sont les valets d'Israël, sont les espions d'Israël. Ils ont trahi tous les pays arabes, voilà, pour faire gagner Israël dans toutes les guerres, et tout ça, ça a été confirmé par Pegasus. Voilà, c'est simple. Pegasus, c'est un outil électronique qui permet d'écouter les gens, même sur la Lune. Même sur la Lune. On peut écouter Macron quand il fait ses ébats amoureux, on peut l'écouter, on peut écouter tout le monde, même dans leur chambre. Même... Le Maroc actuellement nie d'avoir utilisé Pegasus, je ne sais pas comment, mais... bien sûr qu'ils vont toujours nier, c'est normal, mais ça va, on le sait, c'est bon, il faut arrêter l'hypocrisie, putain, il y en a marre de toute cette hypocrisie. Le peuple, c'est le peuple qui fait vivre le pays. Donc le peuple a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays, c'est normal. En France, c'est pareil. Et d'après certaines sources, il y a des grandes personnalités qui ne peuvent pas parler parce qu'il y a des vidéos, chantage contre elles. Ce qui arrive dernièrement avec l'Espagne. Il y a énormément d'affaires qui étayent un petit peu ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre, voilà, actuel. Le plus grand pédophile espagnol qui a été arrêté au Maroc pour viol de 18 enfants, prouvé, qui a pris 20 ans par les tribunaux marocains, le roi du Maroc, il a gracié au bout d'un an. Oui. Grâce royale, voilà. Oui. Après, le roi, sous la pression, il a retiré sa grâce royale, ce qui fait que le mec, il peut plus retourner au Maroc, c'est sûr, mais c'est tout. C'est tout. Il a quand même violé 18 enfants. Oui, le roi Mohamed VI, il a dit qu'il ne connaissait pas le dossier, c'est pour ça. Mohamed, il oublie, il peut pas dire la vérité, il a pas... Oui. C'est honteux, tout ce qui se passe, c'est honteux, putain. Il y en a marre de tout ça. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y en a marre. Il y en a marre de tous ces mensonges, putain. C'est nous qui payons des impôts ici, comme au Maroc, et tout, et tout. Il nous faut la vérité, mais on l'aura jamais, surtout en France. C'est pareil. Le roi Mohamed VI, il a accueilli comme un empereur ici, en France. En ce moment, je crois qu'il est là, il est très malade. Il serait dans sa propriété, là, un château à 1 milliard d'euros. Et qu'il a acheté en pleine crise de Covid, 80 millions d'euros, c'est officiellement. Oui, il appelle ça sa garçonnière. C'est à Paris, 7e arrondissement. Oui, 80 millions d'euros, je sais, j'allais le dire. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, il y a quand même des gens qui crèvent de faim au Maroc, plein. Bon, c'est pas tellement la misère comme avant, il faut reconnaître. Ça marche. Le Maroc est un pays qui marche et je m'en réjouis. Mais ça a été acheté en pleine crise du Covid. Et il avait fait un discours comme quoi le peuple devait se serrer la ceinture. C'était Oui, bien sûr, c'est toujours le même discours. Mais alors, à la différence de son soi-disant père, en tout cas, on n'est pas sûr que c'est encore lui le père, Hassan II, Hassan II, il n'aimait pas trop l'argent. Il n'était pas... il avait besoin un peu pour faire sa politique,
mais il courait pas trop après l'argent. C'est le Hassan II, pouvoir. C'est plus le pouvoir. Oui. et la politique. Ça, on reviendra sur ça plus en détail, mais vous finissez votre phrase, bien sûr, allez-y. Je dis, lui, c'était la politique. Voilà, il aimait ça. Et il était très, très, très bon en politique parce qu'il a quand même bien placé le Maroc dans le monde. Hein. Mais par contre, là, Mohamed VI, c'est l'argent. Et d'ailleurs, de numéro 155, fortune mondiale de Hassan II, il est passé à numéro 4. Monsieur Gérard Fauré, avec tous les propos que vous avez confirmés au sujet de la famille royale marocaine, avez-vous déjà été approché par le régime ou les services marocains en vue d'être achetés ou intimidés? Enfin, y a-t-il eu une plainte en diffamation concernant... Oui, il y a eu, bien sûr. Mais j'ai tout de suite compris. Ils ont retourné mon meilleur ami contre moi. D'accord? Mon meilleur ami qui est un homme très puissant au Maroc, mais il est un peu à la retraite. Et c'est un ancien ambassadeur du Maroc. C'est un homme, une très grande famille. C'est mon ami d'enfance. Enfin, on était ensemble au lycée Descartes à Rabat. Et il m'a approché, effectivement. Je lui ai dit non, je mange pas de ce pain-là. Et après, ça a été un peu... Il avait un comportement douteux avec moi, mais il m'invitait à venir au Maroc. Je savais que si j'arrivais là-bas, hop, les menottes. Donc, non. Après, il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Une femme, une espionne du Maroc, oui, qui a essayé de m'avoir, qui a essayé de me faire bouffer des sahur, là, des gris-gris. Elle a tout essayé. Elle est au service du roi aussi. Ils ont essayé indirectement, mais je suis trop malin pour eux. Je suis trop devenu. Après, ils ont essayé la manière forte. Ils n'ont pas réussi non plus. Vous pouvez donner plus de détails. Vous avez évoqué ça justement en début d'interview. Vous avez parlé de la manière forte pour vous intimider. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce que vous dites être des agents marocains qui vous ont attaqué physiquement? C'est simple. J'étais dans ma ferme et comme je l'ai dit, dans ma ferme, l'écho, je l'entends. Si quelqu'un parle à 2 km, je peux l'entendre. D'accord? Alors, c'était en été, il faisait nuit à 10h30 comme ça. Et j'avais un ouvrier qui mangeait avec moi. À un moment, je vois mes chiens, hop, qui commencent à grogner et qui lèvent les oreilles. Tout, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends des voix marocaines. Ça m'échappe pas. Je connais. Je vois la différence entre un Tunisien, un Algérien ou un Marocain vite fait. Hein. Ça, c'est vite fait. C'est trop facile. Eh bien, je dis à mon ouvrier, stop, arrête de manger. Viens, on prend un fusil chacun. J'ai des fusils de chasse, j'ai le permis de chasse, donc je peux en parler. D'ailleurs, il y en a un qui a atterri à la gendarmerie, un de ces 2 Marocains. Mais j'ai plus eu de nouvelles, il a disparu. Parce que lui, il a laissé un demi-litre de sang sur le terrain. Voilà. Les gendarmes sont arrivés, ils ont ratissé la région, parce que les voisins, évidemment, quand on tire des coups de feu à 10h30, 11h du soir, c'est normal que les voisins s'inquiètent. Hein. Ils ont appelé les gendarmes sont arrivés, ils en ont chopé un d'eux. Mais disparu, je sais même plus rien sur eux. Ils ont mis le top secret sur ce type qu'ils ont arrêté. Donc, évidemment, envoyé par le gouvernement marocain, c'est certain. Donc, ils sont venus. Alors, moi, j'ai, autour de ma propriété, sur 120 mètres, j'ai des grands murs et tout, on peut pas rentrer. Hein. Enfin, on peut sauter, oui, mais c'est difficile. Alors, j'ai dit, mais je les entendais parler en arabe et tout, j'ai dit, ça, c'est le Maroc. Et j'ai attendu, j'ai dit, bon, on va surveiller les murs. Si quelqu'un saute par-dessus le mur, on tire dessus. Après, s'ils sont morts, on dit que c'est des sangliers ou des cerfs. Je sais pas, moi. J'ai le droit de tirer sur un animal dans ma propriété, non? Et ils sautent tous les 2 par-dessus le mur et ils marchent doucement et ils savaient pas que je les avais en joue et tout. Et quand ils étaient à distance, pam, ils ont couru, il y en a un, il est tombé, il a laissé beaucoup de sang. Il s'est relevé, il est parti, mais il a laissé... Et les gendarmes l'ont chopé. Voilà. C'est ce que je sais. Maintenant, j'ai plus de nouvelles. Affaire classée. Quand les gendarmes l'ont chopé, vous avez eu leur identité ou vous avez laissé courir? Il y en a un qui a disparu, l'autre, j'ai pas son identité. Il me donne pas son identité.
Il y a eu une plainte en diffamation à votre rencontre Par rapport à la du famille nom du royale. Maroc, voilà. Jamais. Je n'ai eu jusque-là, ça fait 4 ans que j'emmerde le monde, je n'ai jamais eu une seule plainte, à part celle d'un réseau pédophile qui a porté plainte contre moi pour diffamation. Et ben, ça s'est retourné contre lui. La juge d'instruction n'a pas accepté la plainte et c'est moi maintenant qui ai porté plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Voilà. La vérité finit par surgir et le bon Dieu, il est avec moi. Donc pas de plainte. Pas de plainte en général. Ils ont peur. Mais c'est normal. Ils savent bien que je suis protégé. Avant, j'étais l'ami du diable. Maintenant, je suis retourné au bon Dieu. Tabarakallah. Il s'occupe bien de moi. Il n'y a rien à dire là. Déjà, ça confirme beaucoup de choses. Ben, bien sûr. Oui. Ça confirme que Dieu existe déjà. Oui, oui. Une autre question, Monsieur Gérard Fauré. Après avoir divulgué vos secrets sur Mohammed V, Hassan II, que pouvez-vous nous dire sur le roi actuel du Maroc, Mohammed VI? Avez-vous des révélations à partager avec nous aujourd'hui? Bah, des révélations qui sont connues. Bon, je sais bien qu'il vient s'exercer ici au ramonage dans des clubs parisiens, homosexuels et tout. Bah, ça, c'est des journalistes qui me renseignent. Non, maintenant, si je dois dire une chose, c'est que il a quand même une bonne politique pour le Maroc et que tôt ou tard, le Maroc finira par devenir un pays très riche parce que je dois dire, il faut reconnaître la justice et la justice, il faut reconnaître le bien comme le mal. Bon, je sais très bien que c'est un roi prédateur, que ci, que là, qui s'occupe beaucoup de ses fesses et surtout de ses fesses, puisqu'il vient régulièrement à Paris pour les faire lustrer, pour des ramonages. Et donc, voilà, ça c'est le mauvais côté. Que, bon, bien sûr, acheter une garçonnière pendant la crise à 80 millions d'euros, c'est quand même une insulte au peuple marocain, c'est sûr. Mais là, c'est pas ça me regarde pas, moi, là. Je suis pas non plus, je suis pas un révolutionnaire, ni ce que je veux dire, ce que je trouve, le côté que je trouve bien, et ça va pas plaire aux Algériens, bien sûr, c'est que il a réussi à faire du Sahara occidental une terre marocaine. Et là, bravo. Grâce aux Juifs, grâce à Trump, mais bravo. Et que maintenant, ils sont en train d'installer une base militaire israélo-marocaine à la frontière algérienne. Ça aussi, c'est une bonne chose. Comme ça va calmer les Algériens. Parce que les velléités guerrières du peuple algérien, on les connaît. Ils ont dépensé plus de 500 milliards d'euros en armes, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça. Le Maroc est connu pour être un pays pacifique, qui n'a jamais cherché la guerre, qui ne veut pas de guerre. Il y a eu une petite guerre des sables à cause de Tindouf et de Figuig, parce que voilà, c'est une autre histoire. Mais le Maroc est un pays très pacifique qui ne pense qu'à son développement et sans histoire. Bon, il y a les Algériens à côté qui piquent, qui cherchent. Maintenant, je pense qu'ils vont arrêter de chercher parce qu'il y a les Israéliens, il y a Tsahal là-bas. Alors moi, je dis pas que j'adore les Juifs. Disons qu'ils me laissent plus ou moins indifférent, mais je les respecte en tant que peuple qui a récupéré une partie de sa terre en tout cas. Le problème palestinien, j'en fais pas non plus une tartine, parce que il faut reconnaître, si on veut parler de justice, il faut reconnaître que si on dit que les sionistes font le hagra, oppriment les Palestiniens, on pourrait aussi dire demain que le roi du Maroc opprime les Sahraouis, les Sahariens, du Polisario. On pourrait le dire. Je le dis pas parce que c'est pas vrai, mais les gens qui connaissent pas l'histoire, moi je connais l'histoire du Sahara occidental. Mon père, il était aux frontières, en tant que médecin militaire, il était aux frontières du Sahara. On connaît tous l'histoire. On sait très bien que depuis des millénaires, le Sahara, il a toujours été, on va pas dire marocain, il a été mauritanien. Or, le Maroc, c'est la Mauritanie allongée. Jusqu'à Tanger, on appelle la région Mauritanie Tingitane. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des milliers d'années, mais le Maroc, le Sahara occidental, il a toujours été
ou Mauritaniens ou Marocains maintenant. Point barre. Alors, que les Algériens viennent nous faire des leçons et nous dire ouais, ils devraient, eux, d'abord, regarder la paille, la poutre qu'ils ont dans les yeux, au lieu de regarder la paille que les Marocains ont dans les yeux. Parce que il faut savoir que le désert algérien, qui fait 1,5 million de kilomètres carrés, ou peut-être un peu moins, il a été volé par les Français et annexé à l'Algérie française. D'accord? Donc il est illégalement algérien. Aujourd'hui, ils devraient le rendre aux Sahraouis. Pourquoi ils ne le font pas? Au lieu de zioter et de montrer du doigt le Sahara marocain. C'est honteux, ça. Monsieur Gérard, vous dites, d'après des infos, que actuellement il y a la France et entre parenthèses Israël qui protège ou qui travaille avec le régime marocain. C'est ça? Il y a la base militaire qui est actuellement au Sahara. Mais ma question c'était, c'est quoi l'échange? Parce qu'ils vont pas faire ça gratuitement. Ils vont pas faire ça gratuitement. Pas pour les beaux yeux de Mohamed. Il n'y a rien de gratuit, mais il faut savoir que le Maroc, c'est la famille. Le Maroc, pour la France, c'est un précaré, comme on dit. Le Maroc vit avec la France et la France vit avec le Maroc. Il y a plusieurs dizaines de milliers de sociétés françaises au Maroc et les Français ont intérêt à ce que ce pays marche. Vous savez que toutes les pièces de rechange des Boeing et tout, c'est au Maroc. Les fours solaires qui ont été installés par la France, c'est pour le bien de tout le monde. Mais il n'y a pas de ça. Il y a Renault, il y a Peugeot qui font 400 000 voitures par année. Le Maroc nous a acheté des TGV. C'est un pays qui se modernise très bien, il faut le dire. Après, c'est encore un pays pauvre, mais que la France soit derrière le Maroc, c'est normal, ça a toujours été comme ça. La France ne lâchera jamais le Maroc. On va dire qu'elle a épousé le Maroc. C'est un couple. Le Maroc, il y a la Tunisie aussi, et le Liban. C'est les 3 pays préférés de la France que la France protège et adore. Voilà. Maintenant, les Israéliens interviennent aujourd'hui physiquement et visiblement, alors que depuis 61, ils sont là. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, les Juifs ont été les professeurs, les patrons du Maroc. Je l'ai mis dans mon bouquin aussi, L'éducation d'un voyou, et c'est dedans. Je dis bien que en 1900, le drapeau marocain était frappé de l'étoile de David, pour commencer. Ensuite, les pièces de monnaie avec l'étoile de David, les billets partout. Étoile de David. Et c'est le maréchal Lyautey qui a rétabli la situation en disant au roi du moment, en lui disant, mais attendez, vous dites que vous êtes le descendant du prophète, que si, que là, que vous êtes musulman, et tout est juif chez vous. Alors, en 1915, ils ont tout rétabli, ils ont mis l'étoile à 5 branches, voilà. Donc, si on veut, il y a aujourd'hui 1 million de juifs marocains en Israël qui veulent revenir au Maroc. Ça, c'est une grosse fortune pour ce pays. Il faut pas l'oublier. Des juifs, quand on a des juifs chez soi, on est tranquille. Ça, c'est qu'il y a de la prospérité. Les rois de l'époque, les rois polonais, allemands et tout ça, ils achetaient leurs juifs parce que quand on a un juif chez soi, c'est une source de richesse. Et ça, le Maroc, il a toujours bien fonctionné, moyennement bien, mieux que d'autres pays à côté, grâce à ces juifs. Et maintenant, ils reviennent. Ils ont une ambassade, ils ont des consulats, même dans le Sahara, partout. C'est une bonne chose pour le Maroc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les juifs, il faut reconnaître que le roi, là, bravo. Il a été trop bien. C'est formidable. Maintenant, il y a les Américains aussi, qui déplacent leur base militaire en Espagne, à Rota, base militaire maritime, où il y a la 7e flotte et tout et tout. Il la déplace au Maroc aussi. Donc, je trouve que ça, c'est un coup d'éclat qu'il a fait le roi du Maroc, parce que maintenant, les Algériens, ils n'emmerdent plus le Maroc. Et c'est tant mieux. Ils doivent se serrer la main, faire la paix et aller de l'avant. Tu te rends compte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ensemble, le Maghreb uni, mais ce serait formidable. On y arrive, et on va dire, franchement, c'est grâce aux Juifs. Parce que c'est un peu grâce à eux que l'Algérie, elle veut plus trop se mêler des affaires, du Sahara et tout, c'est terminé, on n'entend presque plus parler. Et moi, je trouve que c'est un grand bien. C'est un grand bien pour le Maroc. C'est un grand, grand bien. Pour l'instant, on voit ça bien juste pour le régime, parce que les Marocains sont toujours pauvres. Le peuple passe un petit peu à côté. Là, maintenant, il y a un pacte entre
Israël et le Maroc, c'est Israël qui va se charger de développer le Sahara marocain. D'accord? Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu de quoi sont capables les Juifs en Israël, avec le désert du Negev. Ils font pousser des fraises, des cerises, des avocats, de tout. Le Maroc va devenir la première puissance de la région agricole. Et c'est énorme. Ils vont dépasser les Espagnols, ils vont dépasser la Hollande, ils vont dépasser tout le monde. Avec leur production saharienne, ça va être extraordinaire. Et il y a du pétrole, du gaz, des phosphates, il y a vraiment des richesses exceptionnelles. Monsieur Gérard, excusez-moi de vous couper, Monsieur Gérard Fauré, mais la plupart des projets qui se font au Maroc, c'est pour les sociétés du roi, c'est pour les sociétés privées. Ça ne vient pas au... Oui. C'est le monopole qui est... C'est ça le malheur. Les Marocains ne profitent pas. C'est un peu vrai, ouais, ils profitent des restes. Des petits restes quand même. Il vaut mieux avoir des restes que rien du tout. Mais non, moi je fais confiance à Israël parce que c'est quand même une des meilleures démocraties du monde. Je pense qu'ils vont donner des bons conseils au roi. Je pense. Et déjà, tous les conseillers du roi sont juifs, on le sait, les Azoulay et compagnie. Mais je pense que eux, ils ont l'expérience, une vraie expérience de la démocratie. Je parle ce qu'on appelle des sionistes. Et je pense qu'ils vont quand même donner des petites leçons à notre Mohamed là, pour qu'il change un peu de... Ça va, il est riche maintenant, il est trop riche. Maintenant, il est temps pour lui de s'occuper de son peuple quand même. Je pense que s'il en réchappe cette fois-ci de sa maladie et tout, il va changer de fusil, il va devenir un peu plus gentil avec son peuple. Je l'espère en tout cas. Non, mais moi, je vois que du bien pour ce pays. Et bon, là, en ce moment, on le sait, il y a une petite guéguerre avec la France. Parce qu'ils refusent de reprendre les Marocains qui sortent de prison en France, ils refusent de les recevoir sur le territoire marocain. C'est pas normal. Un pays ne peut pas refuser d'accepter ses ressortissants. D'accord? Donc là, il y a un blocage des envois d'argent au Maroc. Il faut savoir que les ouvriers marocains, ils envoient chaque année entre 9 et 10 milliards d'euros au Maroc. Donc c'est quand même ce qui permet au Maroc de vivre correctement. Parce que bon, le budget du Maroc, c'est 50 milliards par an, c'est pas beaucoup. 10 milliards qui tombent comme ça en plus les 20 milliards du hashish qui vont aussi au nord du Maroc, ça leur fait une bonne cagnotte aux Marocains. Mais là, en ce moment, ils bloquent, les Français, ils bloquent parce qu'ils disent au roi, si vous reprenez pas vos ressortissants délinquants, eh ben nous, on va bloquer les envois d'argent. Et là, en ce moment, c'est bouillant. C'est bouillant. D'accord. Mais ça va bien se terminer, je sais. On va finir sur le sujet du roi. On va parler très brièvement, une petite question en fait sur son ex-femme. Est-ce que vous avez une idée où elle pourrait être maintenant? Parce qu'elle a disparu depuis 2017. Depuis 2017, personne n'a aucun signe de vie. Comme on faisait avant, quand une femme gênait, on l'envoyait dans un monastère, dans une église, elle terminait sa vie là-bas. Elle n'est pas morte, elle a réapparu quand le roi a quitté le Maroc pour aller se faire soigner en France, elle a réapparu. Elle est vivante, en bonne santé, sauf qu'elle est mise au secret. C'est tout, parce que on a peur de ce qu'elle a à dire. Ah, voilà, elle doit avoir pas mal de choses à dire. Hein. Ça doit être succulent. Ça serait pratique aussi de la faire disparaître. Non, parce que le monde entier a les yeux sur elle, on peut pas. Parce qu'on n'a aucune preuve tangible de quoi qu'elle soit vivante. Moi, je me suis laissé dire qu'elle a réapparu il y a une semaine. Donc vous ne pensez pas qu'elle a été dissoute dans l'acide comme Ben Barka? Daube, il mente, c'est pas vrai. Elle est vivante. Moi, je vous dis, elle est vivante. Je connais un personnage qui lui rend visite, en plus. Un très grand personnage. Je ne citerai pas son nom parce que je le mettrai en danger. Mais voilà, je sais qu'elle est vivante. Vous inquiétez pas, elle n'est pas morte du tout. Après, si elle meurt de brassa, c'est son problème. Elle a accepté de se marier avec les avantages et les inconvénients. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je peux vous affirmer qu'elle est vivante. Vous avez parlé de l'homosexualité supposée du roi Mohamed VI. Vous pensez que c'est peut-être les raisons du divorce? Non, je ne pense pas, puisqu'elle le savait au départ.
Voilà, elle le savait qu'elle allait être là juste pour faire des enfants et pas pour son plaisir. Mais bon, devenir reine du Maroc, c'est pas mal aussi. Avec ce qui suit, les conséquences, les propriétés, les milliards et tout, elle a fait son choix. Mais bon, maintenant, je pense que elle doit bien se débrouiller, elle doit trouver des mecs de temps en temps, maintenant qu'elle est libre. Mais non, je pense que là-dessus, Mohamed VI, il n'est pas sauvage. C'est pas un sauvage, c'est pas un tueur, c'est pas un buveur de sang, c'est un buveur d'argent, par contre. C'est tout, mais le sang, non. Justement, quel est votre point de vue sur les différents régimes des premiers monarques, Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, les différences, qui sont les pires, qui sont les meilleurs d'après vous? Le meilleur, c'était bien sûr Mohamed V. Le pire, c'était Hassan II. Mais on a eu besoin de Hassan II. Si Hassan II n'avait pas été là, le Maroc, il serait en poutre, comme la Libye. Hein. Faut pas rêver. Il y avait trop d'opportunistes, trop de va-t-en-guerre, trop de tout. Il les a tous calmés, Hassan II. Bravo. C'est une main d'acier. Mais je dis que le meilleur, ça a été Mohamed V. Le pire, ça a été Hassan II. Et l'autre, il est entre les deux. Je crois qu'il a quand même un brin de gentillesse dans son cœur, Mohamed VI. Mais il pense trop à ses fesses et il pense trop au sexe. Et c'est un obnubilé du sexe. Et il est aussi obnubilé par sa maladie, etc. Bon, après, je ne sais pas s'il a assez d'argent aujourd'hui ou il en faut encore. Je sais pas. Parce que je sais qu'il a plus d'une 50aine de procès avec les plus grandes mutinies nationales du monde. Et qu'il faudrait que ça cesse un peu. Il faudrait qu'il arrête de taxer tout le monde. Je croyais que ça allait s'arrêter quand il y a eu l'affaire Ikea à Tanger. Je sais pas si vous êtes au courant. D'accord? Que pour les Suédois avaient dépensé 80 millions d'euros pour préparer les trucs, les magasins et tout ça. Et à la dernière minute, il a demandé la moitié des actions d'Ikea. Ils lui ont dit non. La moitié des actions d'Ikea à Tanger. Les Suédois, ils ont rouspété, il y a eu un scandale diplomatique et tout. Et ça s'est plus ou moins arrangé. Mais voilà, il veut mettre la main partout et ça, c'est pas bon. C'est un affamé, il est affamé d'argent, Je sais pas ce qu'il va en faire. Il a un château qui coûte au moins 6 à 700 millions d'euros en France, une garçonnière à 80 millions, et j'en passe, c'est des meilleurs, il a des richesses partout. Je vois pas ce qu'il veut de plus. Mais c'est ça qui guette les gens de pouvoir. Ils veulent s'enrichir au maximum. Des milliards, ça leur suffit pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont emporter tout ça au paradis ou en enfer avec eux? En enfer, sûrement. C'est ça c'est dommage. Parce que, au départ, Mohamed VI, il n'était pas comme ça. Hein. On l'appelait le roi des pauvres. Voilà. Maintenant, c'est le roi des riches. C'est maintenant plus rare. Il est toujours le roi des pauvres parce que les Marocains sont toujours pauvres. D'accord. Il faut espérer que ça change, mais il faudrait qu'on fasse plus d'émissions contre lui, l'attaquer, pour qu'il comprenne qu'un jour, il va falloir qu'il redore son blason. Mais les gens, ils prennent 20 ans de prison, 30 ans de prison avec la torture à la bouteille. Et les gens au Maroc, les pauvres. Il y a un certain cauchemar qui continue, qui n'est pas su de tout le monde actuellement. C'est-à-dire ce n'est pas simplement un homme riche, un roi riche, c'est aussi quelqu'un qui torture et qui tue encore dans les prisons. Ouais, mais il torture et il tue qui aussi? Il faut voir qui. Les dissidents qui sont violés et torturés avec preuve à l'appui, évidemment. Voilà. Mais bon. C'est possible, mais en France, ils sont aussi torturés d'une autre manière. Mais c'est pas mieux, hein. D'une autre manière. On espère D'une autre manière, parce qu'on leur empêche de faire leur métier. C'est grave pour un journaliste, non? Oui, voilà, on leur empêche de faire leur métier en France. C'est gravissime. Et c'est pas qu'on va les mettre en prison, mais on va leur faire perdre leur boulot. On va les mettre au banc de la société française. J'en connais un qui s'est fait virer de son boulot parce que il a fait une émission avec moi sur le Maroc. D'accord? Il s'appelle Eric Morillo. Radio Sud. Radio Sud, il a été viré à cause de l'émission que j'ai faite avec lui. Et entre parenthèses, il y a la vidéo censurée sur votre site. Qui est disponible sur le site gérardfauré.com, la vidéo. Disponible sur mon site, ouais. Et sur ma page YouTube aussi. Hein.
Donc cette torture, elle est presque aussi pire que la torture physique, je pense. Je pense, d'après toutes les révélations que vous avez fait aujourd'hui, de bouger encore plus. En tout cas, on verra avec vous le cheminement de ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, par rapport aux révélations qui sont dans votre livre, l'éducation d'un voyou. Parce que je rappelle que l'entretien sera traduit pour la première fois. Certains Marocains auront accès à ces informations, aux révélations que vous dites être des informations. Donc ça risque vraiment de bouger au sein de la population marocaine. Donc là, on va se reposer de la politique. J'attaque malheureusement, pour moi, peut-être pas pour vous, ma dernière question, car on passe enfin je pense que vous passez aussi un moment qui n'est pas désagréable. L'entretien pourrait durer des heures encore et c'est avec un certain regret que j'annonce ma dernière question. Donc, mais avant cela, j'invite tous les abonnés à se rendre sur le site gérardfauré.com. Vous y trouverez tous les éléments qui complètent cet entretien. Et vous aurez le plaisir de retrouver aussi le dernier livre de Gérard Fauré, L'éducation d'un voyou en version audio pour nos amis marocains. Fort, attention, Gérard Faure, pas d'accent, hein, gérardfaure.com. Gérardfaure.com. Voilà, Faure. Collé, hein, gérardfaure.com. En tout cas, Sur tout le long de l'entretien, vous aurez le loisir de voir le site défiler sur ça va être la épinglé vidéo. dans le premier commentaire ici. غادي تلقاو في الكومنتير الاول اللي غادي نطلعوا غادي تلقاو لو سيت ديال السيد جيرار فوغي، تقدروا تدخلوا ليه، راه فيه جميع المعلومات، فيه الكتب ديالو، تقدروا تسمعوا الكتب ديالو. كاينين دي فيديو اللي كاينين اكسكلوزيفمون ولا حصريا في لو سيت. غنخلي لكم لو سيت القناه ديال السيد جيرار فوغي في الكومنتير الاول épinglé. Donc vous trouverez l'éducation d'un voyou en version audio pour nos amis marocains qui auraient du mal à le trouver en librairie, ainsi que d'innombrables d'autres surprises et révélations. Justement, j'en reviens à ma dernière question. J'ai entendu parler d'un tome 4 qui arrive bientôt, qui fera suite à l'éducation d'un voyou, qui d'après mes informations devrait sortir dans un format un peu spécial, mais aussi d'un album musical qui est déjà disponible en exclusivité sur votre site Gérard Fauré, donc gérardfaure.com, qui devrait connaître bientôt une diffusion plus large. Pouvez-vous nous parler plus en détail de ces deux beaux projets en cours, le livre à venir et la distribution de l'album, et même de l'album, et j'espère un jour consacrer toute une émission à cet album, et sur ce qui vous occupera les semaines, les mois, voire les années à venir? Bon, déjà, là, je vais mon tome 4, je vais le faire par paragraphe. D'accord? Parce que là, je me suis pris la tête avec mon éditeur qui vaut rien, il fait rien, il fait pas de pub, il fait rien. Bon, donc je dois prendre tout ça en main avec mon manager et donc je vais faire des paragraphes et je pense qu'il y aura une dizaine de paragraphes avec pas mal de surprises et après je vais joindre tous les paragraphes, en faire un livre, l'éditer et le vendre en audio et en livre. Voilà. Ça, c'est pour le tome 4. En ce moment, et puis après, on va faire un album aussi de mes slams. Parce que mes slams, je trouve que pour notre époque, ils sont très importants. Déjà, le titre le dit déjà, quand on dit ni Dieu ni maître, hein, ça veut dire qu'on a plein le cul des politiques qu'on subit, autant en France qu'au Maroc qu'ailleurs. D'accord? Tous ces mensonges, tous ces lobbies pharmaceutiques qui nous obligent à nous vacciner, toutes ces saloperies, on en a marre. Et ça va exploser un jour. Bon, en attendant, Meslam explique un peu tout ça et la disparition du vrai français, du seigneur, du conquérant, du vaillant, du chevaleresque, c'est fini tout ça. Donc j'ai 2 poèmes là-dessus en musique dans lesquels je déplore cette disparition du vrai français. Après, quand je parle aussi du remplacement, du fameux remplacement, oui, effectivement, il y a un remplacement, mais je pense que ce remplacement, il est quand même assez bénéfique pour la France, hein, qu'on le veuille ou non. Avoir du sang un peu marocain comme j'ai moi, et j'en suis fier, avoir du sang même algérien, ou même, c'est pas mal, c'est un bon remplacement, parce que les Français, les vrais de souche, ils ont tendance à devenir des lopettes,
des lâches, des monsieur confort là qui se battent pour respecter leur confort, c'est des moutons quoi, on va dire. Et ça non, c'est pas bon. Par contre, je l'ai dit dans plusieurs émissions, si un jour il se passe quoi que ce soit en France, ceux qui vont sauver la démocratie et la liberté en France, ce sont les Arabes et les Noirs. Il faut jamais l'oublier, parce que ces gens-là n'accepteront jamais d'être brimés, d'être maltraités et tout. La dictature, ils connaissent, ils viennent de pays dictatoriaux, ils connaissent, ils en veulent plus. Ils ont quitté le Maroc et tous ces pays-là à cause de ça. Alors, si on veut leur imposer une dictature en France, croyez-moi, ils vont sortir les couteaux. Et les Français là-dessous, au lieu de leur cracher dessus, vous allez les embrasser. Moi, je vous le dis, vous verrez. Vous verrez, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le grand remplacement, c'est qu'on a remplacé des politiciens crapules, comme Chirac et compagnie, par des sales voyous. Voilà. Par des sales voyous. Et moi, ce qui me tue, c'est quand j'entends parler vous avez entendu parler des surmulots. Vous avez entendu parler de ça, non? Les surmulots. Oui. Alors, il paraît que les surmulots, ils foutent la merde. Moi, je dis que les surmulots, c'est pas les rats, non. C'est ceux qu'on a au-dessus de nous, là, les élites. C'est eux, les surmulots. C'est eux qu'il faut éradiquer, c'est eux qu'il faut foutre en l'air. Voilà. Ça, ce sont eux les surmulots. Parce que les rats, ils mangent les non-restes, mais les surmulots, ils mangent tout. Ils mangent tous nos trucs et ils nous laissent que des petits restes. On va vous enlever 18 centimes sur le prix de l'essence. Voilà. Ils vous prennent des milliards, ils vous redonnent des millions. Mais jusqu'à quand? Mais putain, voilà. Les seuls qui bougent en France, c'est encore les mecs des banlieues, que moi je respecte, hein. Je les ai connus, j'ai travaillé avec eux, je l'ai dit mille et une fois, je préfère travailler avec eux qu'à travailler avec des Chirac ou des ministres ou des Pasqua ou compagnie, parce qu'un jour ou l'autre, ils vous coupent la tête, tandis qu'avec les banlieues, j'ai travaillé plus de 20 ans, j'ai jamais eu le moindre souci, respect total, alors qu'on vient de pas nous faire chier à chaque fois, de montrer du doigt les banlieues, pour les citer comme la cause des problèmes de la France. Non. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter cette hypocrisie. J'ai une date pour le livre entier, ce sera pour février. Mais avant ça, je vais procéder par paragraphe. Par paragraphe, d'accord. Des paragraphes de 10 à 15 qu'on pourra retrouver sur mon site officiel. Il est temps que je gagne un peu d'argent avec mes livres, messieurs, dames. Parce que les gens ils croient que je gagne des milliards. Moi, mes émissions elles sont toutes gratuites. J'ai jamais gagné un centime avec tout ça. Je ne gagne qu'avec mes livres et mon éditeur, il m'arnaque, il me vole le principal et je vais le quitter bientôt. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous ce grand moment. Je pense que c'est la première fois que vous vous adressez à une audience marocaine. Ah, c'est la première fois, oui, c'est la première fois et ça me fait plaisir. Enfin, je dis enfin, parce que c'est quand même le Maroc et les Marocains qui sont concernés par mon tome 3. Et jusqu'à présent, ils ont tout fait pour étouffer ça, hein, nos dirigeants, tout le monde, ils ont tout fait pour étouffer ça. Et là, c'est bien, parce que ça prend l'air, ça va se diffuser, et j'aimerais qu'il y ait encore plus d'émissions, et on restera en contact, on fera. Et quand je sortirai mon tome 4, vous serez les premiers. Que souhaiteriez-vous dire au peuple marocain? Un message en darija ou en français directement. Déjà, d'essayer de lire mon livre coûte que coûte, de se le faire envoyer en audio et tout, et là ils connaîtront un peu plus leur pays, parce que je pense que là il y a une certaine parenthèse que les Marocains ne connaissent pas, ils savent pas, ils connaissent pas l'histoire de leur pays, ils savent pas les magouilles qui se sont passées là-bas, les hauts, les bas, tout ça. Il est temps de les éduquer un petit peu là-dessus, et donc pour ça, soit ils demandent à Amazon mes livres, je sais pas s'ils l'obtiendront au Maroc, mais en audio, ils peuvent. Je vais le faire en audio, le tome 3, et on va voir si c'est juste des petits trucs là qui mettent ils téléchargent. Ça peut pas. Vous auriez peut-être un mot en darija, une dernière phrase pour les Marocains. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Un message, un petit message en darija. كان حب المغرب ومغربيا. Et je chante Hayal Malik, Hayal Maghribin. Tu connais la chanson, non? Hayal Malik, Hayal Maghribin. On va enlever un peu le Malik, on va dire voilà. Tout à fait, il faut être dans l'air du temps aujourd'hui. Hayal Malik de côté,
Voilà. On va quand même lui souhaiter au roi une bonne santé quand même. On va pas. Oui, c'est humainement on va pas quand même. non Oui. plus Bien souhaiter sûr. la mort. Oui. Mais moi, تنحب المغرب ومغربيين. C'est un pays extraordinaire, le Maroc. C'est magique. Merci infiniment. Les Marocains sont des gens formidables. C'est tout. Après, il y a de l'hypocrisie, il y a de tout, mais ça, c'est normal. Mais je trouve que c'est le meilleur des peuples qu'il y a dans le monde. Là. C'est le seul peuple avec qui je m'entends parfaitement. Normal, je suis moitié marocain. D'accord? Mais j'ai vécu un peu partout dans le monde et tout. J'ai bien aimé les Hollandais, mais les Marocains, c'est les meilleurs partout. Il n'y a rien à dire. C'est des braves gens. Maintenant, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils lèvent la tête. Et c'est tout. Il faut qu'ils écoutent ce que je dis. Parce que moi, je mens pas. Je dis que la vérité, le haq. Et c'est tout. Et je leur dis, vous inquiétez pas. Vous partez encore au Maroc, monsieur Gérard Fauré? Ah non, Depuis combien de temps? non. C'était quand la Déjà, ils viennent essayer de me tuer en France. Et moi, je vais aller au Maroc. Au Maroc, ils combien m'attendent avec les chaînes, avec tout. Ah non. Depuis combien de temps vous n'avez pas mis les pieds au Maroc? Ça, c'est... Depuis 2015. 2015, d'accord. En 2015, je voulais montrer le Maroc à un ami, un Argentin, mon associé. On est resté que 2 jours, parce que je lisais le journal marocain, l'Opinion. Je lisais un jour, je prenais mon petit déjeuner, je lis l'Opinion et je vois que 2 journalistes français ont été arrêtés, d'accord, pour avoir fait chanter le roi Mohamed VI. Ils ont fait un livre sur les Oui, deux mais journalistes. c'était mon manuscrit, D'accord. 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 Ça, ils le disent pas. Et c'est peut-être qu'ils vont nier. C'était mon manuscrit. Alors, je me suis sauvé en vitesse. J'ai pris le premier bateau. Mon associé me dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai même pas eu le temps de manger un tagine ou là, un couscous. J'ai dit, oh, ça va, sahbi, parce que, non, ça va mal se passer. Oui. Bien sûr. شكرا لكم. نتمنى ان هذه الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليو الراي ديالكم في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، تلايكيو لا فيديو اللي عجبتكم وتبارطاجيو، حيت السيد جيرار فوغي اول مره وحصريا غادي يجي على قناه مغربيه، وكما شفتوا عطانا بزاف ديال المعلومات. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو على ابعد نطاق. شكرا لك عدنان فيلالي. Merci Dunia, merci infiniment monsieur Gérard Fauré de votre présence. Ah, mais ça a été un plaisir, hein. Franchement, tout le plaisir a été pour moi. Je vous en partage un petit peu, mais 80% du plaisir, c'est Alia, c'est pour moi. Merci. Ah ouais, j'ai adoré cette émission. Enfin, j'ai pu parler, grâce à vous. J'ai pu parler, j'ai pu dire ce que je pense librement. Et si je peux éclairer quelques Marocains, je suis content. Voilà, c'est un peu mon but. J'ai 2 buts, j'ai 2 combats. La pédophilie, je suis en train de les massacrer et ça va mal se terminer pour eux. Et le Maroc. Le Maroc, moi, il me tient à cœur. Je voudrais voir ce pays heureux, bourré de touristes, que les gens se bousculent pour aller au Maroc. Maroc. Je fais tout pour, parce que si je m'en prends au roi, c'est une chose. Par contre, le pays, ah non, je peux pas m'en prendre au pays. C'est le pays qui m'a vu grandir, qui m'a donné le macla, les bons tagines, les bons couscous et tout ça. Et la joie de vivre, moi, j'ai eu que du bonheur dans ce pays. Que du bonheur, mes parents aussi. C'est un pays formidable. Donc voilà, je suis très content d'avoir parlé de ce pays un petit peu. Ça m'a mis du baume au cœur. Et si on refait une émission dans 2 ou 3 mois, je serai tout à fait d'accord. On pourra choisir d'autres sujets. On pourra reparler du Maroc pour voir les événements. Mais bon, en tout cas, je vous remercie. Pour moi, ça a été formidable. Nickel. C'est quand vous voulez, monsieur Gérard Fauré. Merci beaucoup. On se retrouve ونتلاقى ان شاء الله في الحلقه القادمه. بسلام عليكم. باي باي.